Les F-18 australiens, ils arrivent en remplacement des Mirage 3. À l'époque, la Royal Australian Air Force utilisait des Mirage 3. Il a été question de les remplacer par des F-14, mais c'était trop cher, par des F-16, mais c'était un monomoteur, par des Mirage 2000, trop cher également. C'est donc le F-18 biréacteur qui a gagné. Et il y a 47 modèles A et 18 modèles B, biplace, qui ont été commandés. Les premiers fabriqués à Saint-Louis et le reste assemblés, fabriqués en Australie, ce qui a permis de réinjecter dans l'économie australienne. Ces F-18 ont été adaptés pour être mis en œuvre depuis le sol, notamment tout ce qui est système embarqué, comme le système au niveau du train avant pour pouvoir être catapulté a été retiré, donc ils sont légèrement plus légers qu'une version par exemple de la Navy, et à partir de 1985, ils ont été mis en service. Il est à noter qu'ils n'ont eu que 4 accidents, à chaque fois malheureusement avec décès du pilote, entre 87 et 92, et donc depuis 92, ils n'ont pas perdu de F-18 en vol. C'est donc à l'heure actuelle 46 F-18A ou B qui sont disponibles en stockage à Williamtown, du côté de Newcastle, en Australie. Les États-Unis ne sont pas du tout opposés à la livraison de ces F-18 à l'Ukraine, à une condition, pas de BCA, de Border Cross Authority. Ces F-18 ne doivent pas aller sur le territoire russe. Pour ce qui est de la BSA, Border Shot Authority, je n'ai pas vu d'informations circuler à ce sujet. Si vous en avez, n'hésitez pas à me mettre un lien. Dans tous les cas, en 2019, il y avait à ce moment-là 71 F-18, et bien il y en a 25 qui ont été livrés au Canada, parce que le Canada commençait à avoir sa flotte qui était extrêmement vieillissante. Pour ce qui est des autres, sur les 46 restants, 41 ont eu une option et même eu un déposit de la part de Raven Aerospace, qui est une société militaire privée qui comptait utiliser ces F-18 pour faire des agresseurs, pour faire des plastrons de l'entraînement pour les forces au sol américaines ou pour les aéronefs américains. Comme ça, par exemple, un escadron de F-35 peut s'entraîner contre des F-18 sans que cela coûte du potentiel aux Marines ou sans avoir à mettre des F-35 de son propre escadron en vol pour faire simulation d'une menace adverse. C'est recours à des contracteurs, à des externes, à de la sous-traitance est très courante chez les anglo-saxons et ça existe également en France un petit peu. Dans tous les cas, d'après les sources ouvertes, 12 à 16 de ces 46 F-18 seraient opérationnels ou pourraient être remis en condition opérationnelle avec assez peu de travail. Pour le reste, il y aurait beaucoup plus de maintenance à envisager. Pour ce qui est de l'aide à l'Ukraine, l'Australie est un des plus gros pays en dehors de l'OTAN à participer à l'effort de guerre, si je puis dire, avec plus d'un demi-milliard en dotations qui ont été données déjà, avec notamment des M777, mais également du M113 pour du matériel de l'armée de terre. L'Australie n'a pas une très grosse armée. Vous avez la ADF, la Australian Defence Force, qui existe sous son format actuel depuis 1976. Ça regroupait avant, enfin ça regroupe toutes les forces armées sous un seul commandement unique, ce qui n'était pas le cas avant. Vous avez 59 000 personnels d'actives, 29 000 réservistes, donc une grosse proportion de réservistes par rapport au nombre de personnes d'actives, mais vu la taille du pays, forcément, moins de 60 000 militaires d'actives, c'est très peu. D'après leur livre blanc, ils ont 3 priorités. Le maintien de la capacité de défense de l'Australie contre toute attaque crédible. L'Australie doit également, avec son armée, contribuer à la sécurité du voisinage immédiat et, si besoin, à des missions de maintien de la paix de l'ONU. Et enfin, leur 3e mission, c'est contribuer aux coalitions des forces armées au-delà du voisinage immédiat de l'Australie, qui inclut des intérêts australiens. Et donc la Royal Australian Air Force, RAAF, qui recrute d'ailleurs des Occidentaux, eh bien cette dernière, on va dire l'arme aérienne en Australie, existe vraiment depuis le 22 octobre 1912, mais à sa forme actuelle depuis le 31 mars 1921, ne dispose que de 14 313 militaires en service actif, 5 500 réservistes, et à l'heure actuelle, elle est assez bien équipée. Elle a pour la guerre électronique des Growlers, les Super Hornet version guerre électronique, du Watchtail E7A, du F-35, du Super Hornet, de l'AP-3C Orion, la nouvelle version, le P-8 Poseidon, et des avions d'entraînement comme le PC-21, le Hawk 127, et ensuite derrière dans du transport tactique, du C-130, du C-17, du KC-30A, du 737, du 7X même, hein, c'est français, et du C-27J Spartan. Bref, 252 aéronefs,
dont 84 de combat pour, comme on a dit, un peu moins de 15 000 hommes. Ils ont une petite démonstration aérienne sur PC-21 qui s'appelle les roulettes, et c'est 6 aéronefs qui partent en vol en même temps. Leur objectif, c'est d'aligner une grosse centaine à terme de chasseurs entre du Super Hornet, Growler et F-35. En termes d'opérations aériennes, de combat, eh bien, ils ont connu le combat en 2003 lors de l'invasion de l'Irak. Les Australiens ont participé à cette invasion à laquelle la France a refusé de participer. Ils étaient alors basés au Qatar sur la base d'Al Udeid. Ils ont fait 350 missions d'accompagnement et d'appui sol. En 2015, ils étaient de retour dans la région et j'en ai croisé certains sur le théâtre d'opération où là, ils ont effectué 1973 vols entre l'Irak et la Syrie. Leurs aéronefs ont subi 3 mises à jour majeures dès 1999, notamment le passage du radar de l'APG 65 au 73, qui permet un radar plus efficace, même si on est bien au-delà de ce qui peut se faire maintenant, une capacité à tirer l'AIM 120, le fameux Fox-3, tir et oubli, dont les Ukrainiens ont besoin, et ensuite derrière une amélioration avec le viseur de casque et également l'intégration de l'ASRAM, qui est un missile courte et moyenne portée qui peut donc fonctionner avec le viseur de casque et est très dangereux en combat rapproché ou à moyenne distance. On a également capacité à prendre du pod pour faire de l'attaque au sol et ils ont également un système de guerre électronique, la LR-67, qui est assez efficace. Dans tous les cas, avec ces F-18, vous pouvez donc faire de la défense aérienne Fox-3, tir et oubli, vous pouvez faire de l'attaque au sol, vous pouvez avoir plusieurs points d'emport, 9 points d'emport, tirer de l'armement guidé, GPS, laser, anti-surface, ou de l'armement un peu plus stratégique avec du JA2SM. Donc là, ça vous permet un petit peu comme le Scalp de tirer dans la profondeur. Bref, le F-18 est un avion omni-rôle complet qui a été abattu au combat. C'était en 1991, il a été détruit par un MiG-25. C'est le lieutenant-commandeur Michael Speicher qui est décédé ce jour-là. Pour en parler dans la chaîne si ça vous intéresse, son corps a été retrouvé en 2009. Et sinon, 2 victoires aériennes au crédit du F-18. Une contre un MiG-21 avec un missile courte portée Sidewinder AIM-9. C'était le même jour que la perte du F-18, c'était le 17 janvier 91. Et le même jour, un autre MiG-21, ce coup-ci avec un AIM-7. Donc jamais un F-18 a abattu pour de vrai un aéronef dans des conditions de guerre avec un missile Fox-3. C'est arrivé pour le Super Hornet sur un Sukhoi 22 il y a maintenant quelques années, mais ça ne compte pas. Le Super Hornet est considéré comme un avion différent, il est beaucoup plus gros, pensé légèrement différemment que le Hornet. Dans tous les cas, notre Legacy Hornet, comme il est appelé, lui, il est arrivé en service dans les années 80. Il a de très bonnes capacités de vol à basse vitesse. Je vous rappelle que c'est un avion qui se veut embarqué. Il faut donc pouvoir réduire votre vitesse d'approche pour minimiser votre vitesse d'engagement des brins. Il y en a 1480 qui ont été construits. Gros succès à l'export. Ça a été produit entre 1974 et les années 2000. À vide, il fait à peu près 10 tonnes. Masse maximum au décollage, à peu près 23 tonnes 5. Donc on est sur les mêmes masses environ que le Rafale, et 2 fois 7 tonnes 9 de poussée, donc légèrement plus motorisé, mais très peu, et la même vitesse maximum, Mach 1,8. Ce n'est pas un avion furtif, c'est un avion par contre qui peut faire tout type de mission. Juste attention à ce que vous mettez sous les ailes. Si vous mettez des pods, forcément ça va impacter sa vitesse. C'est un avion qui a très bonne presse, qui est très utilisé également en Europe. Les Suisses en ont, les Espagnols en ont. Et d'ailleurs, il y a pas mal de nations qui vont les retirer dans les prochains mois ou les prochaines années du service pour les remplacer par du nouveau matériel, notamment américain. Vous avez par exemple la Finlande qui a 62 aéronefs qui vont bientôt être arrêtés. L'Espagne, 84 aéronefs. Le Canada, 86 aéronefs. Et les États-Unis également, qui a arrêté sa flotte avec l'US Navy il y a maintenant quelques années, en 2019 pour être précis, mais qui en a encore 138 avec le corps des Marines américains. Je vous rappelle que les Marines, c'est un corps encore à part et ils ont leur propre aviation de combat. La difficulté avec les avions américains, c'est quoi? C'est qu'ils étaient utilisés en mer et donc il y a le problème de sel et les cellules fatiguent beaucoup plus que par exemple des cellules espagnoles qui connaissent un air beaucoup plus sec et beaucoup moins abrasif que celui de la haute mer. N'oublions pas d'autres marchés export, on a par exemple la Suisse qui en a 25, le Koweït qui en a 55 et la Malaisie avec 8 aéronefs supplémentaires. Donc voilà, on l'a dit tout à l'heure, 1480 aéronefs fabriqués, il y en a un paquet qui vont arriver sur le marché dans les prochains mois ou années. Alors pourquoi est-ce qu'on a autant parlé du F-16? Eh bien déjà parce que c'est ce que les Ukrainiens ont demandé et surtout parce que le F-16, c'est plus facile
en termes de disponibilité à récupérer, à faire monter en puissance, et derrière en termes d'entretien et de coût horaire. Vous n'avez qu'un seul réacteur, donc forcément il y a moins de maintenance, c'est beaucoup plus aisé à maintenir en conditions de vol, même si encore une fois ce monomoteur peut s'avouer fatal. Je vous rappelle que les F-18 australiens ont eu très peu de pertes après les premières années, c'est grâce notamment à ce concept de bimoteur. Il n'y a pas de secret, avoir un bimoteur vous permet de préserver votre matériel de manière plus optimale qu'un monomoteur. Les gros points positifs du F-18, c'est comme on disait sa capacité de vol à basse vitesse, le fait que niveau armement, ça va être très interopérable avec du F-16, niveau philosophie, légèrement différent, mais j'ai envie de vous dire c'est la même langue à apprendre, c'est de l'anglais. En termes de cockpit, les aéronefs modernes, PC-21, Hawk, tout ça sont des aéronefs qui vous préparent bien à la philosophie du F-18, qui est une philosophie assez saine. Nous avions des officiers d'échange dans la Marine nationale qui étaient sur Legacy Hornet, sur F-18C. Ça se faisait, ils étaient instructeurs après au RAG, à l'escadron de transformation opérationnelle américain de la côte ouest. Et j'ai servi sous les ordres de certains de ces officiers qui en sont revenus très contents de leur passage sur F-18C. Et personnellement, j'ai volé sur la même idée d'un point de vue avionique que le F-18. C'est quelque chose qui n'est pas de la dernière génération, vous l'avez bien compris, c'est les années 80-90. C'est un petit peu comme, on va dire, le Mirage 2000, mais ça fonctionne très bien et surtout, c'est un step supérieur par rapport aux capacités des MiG-29 ou des Sukhoi 27 ou Sukhoi 24 actuellement utilisés par l'Ukraine. Gros avantage du F-18, vous pouvez l'utiliser en forme de guérilla aéronautique, donc vous pouvez le mettre un peu partout, il est assez robuste, son train d'atterrissage est costaud, rien à voir avec le F-16, et ses entrées d'air sont plus hautes. Donc il sera plus aisé de le mettre en œuvre depuis un terrain peu préparé. Néanmoins, la dichotomie, il y a toujours du positif, du négatif. La problématique va être quoi? La problématique va être au niveau de l'entretien. Il va falloir former du personnel sur ces machines-là. Ça va engendrer une spécialisation RH, que ce soit pour les pilotes ou que ce soit pour la maintenance. Et forcément, si vous n'avez pas des F-18 en nombre suffisant, avoir une logique de micro-flotte ne fait aucun sens. C'est pour ça que très tôt, je vous ai dit que livrer des Mirage 2000C, une dizaine de Mirage 2000C à l'Ukraine, ne faisait aucun sens. Vous avez ce danger de la micro-flotte. Ce dont l'Ukraine a besoin, c'est d'une armée de l'air qu'elle puisse scaler dans la durée. Un, pour reprendre son territoire comme elle le souhaite et atteindre ses buts de guerre, mais surtout deux, pour pouvoir maintenir après une dissuasion conventionnelle crédible. Et pour ça, il faut qu'elle puisse remonter en puissance au niveau de son armée de l'air, et il faut donc qu'elle puisse récupérer plusieurs centaines d'aéronefs. Donc aller vers 200, 250 F-16, on sait que c'est sourçable, on sait que c'est possible. Aller vers 200, 250 F-18, c'est beaucoup plus compliqué, mais on le voit là, peut-être atteindre une centaine, et pourquoi pas en état de vol constant une cinquantaine de F-18, ce n'est pas impossible. Dans ce cas-là, pour une cinquantaine d'avions, spécialiser de la RH, spécialiser des ressources, ça peut être cohérent. Pour une dizaine de Mirage 2000, ça ne fait absolument aucun sens, sauf pour faire de l'affichage politique. Donc en définitive, wait and see, comme toujours avec ces histoires-là, ça va toujours beaucoup plus doucement que ce qu'on aimerait, que ce soit sur les plateaux télé ou dans même nos envies pour défendre un camp ou l'autre. Donc ça va prendre du temps. La formation des pilotes sera d'autant plus longue que leur niveau de formation, leur niveau de standard de sortie pour les envoyer au combat sera défini comme étant haut. Plus leur niveau de formation sera haut, plus leur capacité à accomplir la mission en préservant leur vie, celle des alliés au sol et également leur potentiel matériel sera fort. Et donc par moment, il faut savoir attendre 1 mois, 2 mois, 3 mois, 5 mois, 6 mois de plus s'il n'y a pas de danger immédiat pour envoyer des équipages plus cohérents, mieux formés à un niveau meilleur de standard et d'interopérabilité. Parce que au combat, s'il y a une chose qui est sûre, c'est you do not rise to your expectation, you fall back to your level of training. Donc en gros, vous n'allez pas monter à ce que vous aimeriez d'un point de vue opérationnel, vous allez tomber à votre niveau d'entraînement et ça prend du temps de se former sur ces machines, même si, comme je l'ai déjà expliqué, pas besoin de maîtriser tous les systèmes d'armes et tout l'armement et tout le panel d'émissions de F-18 pour avoir un impact sur le champ de bataille. Vous pouvez peut-être décider que les F-16 vont se spécialiser dans de la SEAD, Suppression of Enemy Air Defense, avec la GM88, ou se spécialiser dans l'attaque au sol, là où les F-18 vont se spécialiser dans l'air air et faire comme ça des pilotes monomissions à bord d'avions multimissions. Ça, c'est un point très important. Le point de vue occidental, la durée de nos formations est très longue parce que nous voulons avoir du personnel qui peut utiliser tout le spectre du matériel et tout type de mission.
Ce n'est pas forcément nécessaire dans le cadre d'Ukraine. Vous pouvez spécialiser vos équipages. Pas besoin d'avoir des pilotes de F-18 ukrainiens qui maîtrisent parfaitement la tactique pour aller couler une flotte adverse. Ce n'est pas forcément ce qu'on va leur demander à court terme. Donc encore une fois, il y a moyen de prendre des petits raccourcis. Il y a également d'excellents moyens de simulation qui existent désormais, mais ne vous y trompez pas. Pour former un bon professionnel, il faut parfois savoir prendre le temps, et les envoyer trop tôt peut vous amener à l'échec. Il est urgent de voir ce qui est décidé pour ces F-18 australiens. En tout cas maintenant, j'espère que vous avez la big picture, la SA, comme on dit, la situation awareness, que vous comprenez un peu mieux d'où arrivent ces avions, les plus, les moins, et que vous êtes armé pour voir l'évolution dans la presse. Allez, fly safe, peut-être bientôt en conférence pour la rentrée. Je ne sais pas si vous avez prévu de faire de la formation au leadership, au followership. C'est ce que l'on fait, l'amélioration continue, la performance, le débriefing, la préactivation mentale. N'hésitez pas à nous contacter ou venir faire un petit tour sur notre site web, debrief.org. On vous explique tout ça et à très bientôt. Fly safe.